Si tu as trippé sur Mytho-Réalité, eh bien c'est de retour en format livre et on vous offre 50 nouvelles légendes urbaines. Pour commander le livre, va sur luduc.ca. Sinon, il y a toujours le Patreon si jamais tu souhaites nous encourager et avoir accès à du contenu. Sur ce, bonne écoute. C'est-tu tes vrais cornes, le Frank? Absolument. Ouais. Ben oui, tu peux les toucher même. Oh, pareil. Ah! Oh, ça fait mal, maudit. J'espère que j'ai pas pogné le tétanos. Ah, ça dépend si tu as été assez fin. Je suis dans la naughty list ou quelque chose du genre. Là. Hey les amis, aujourd'hui, on a l'honneur d'être avec L. Frank et nous allons parler de l'histoire dans le jeu vidéo. Disgusting! Je dérange tout le monde autour de moi. Bonjour tout le monde, bienvenue à Disgustings, ce show geek où on parle de plein de sujets pendant 15 minutes, puis on essaye d'être compact le plus possible, puis on se ramasse avec un paquet de parenthèses nowhere, et je pense qu'aujourd'hui, j'ai la bonne personne. Bon, t'es-tu rendu avec un costumier, toi, là? Non. Je veux juste son micro pour qu'il te le passe. Ah, nice! Ah, pour que le live aussi t'entende bien. Ah, ben oui, ça me fait juste plaisir. Le mettre... My God. C'est ici. Et voilà. On est multiplateforme en ce moment. On est multiplateforme en ce moment, c'est ça. Fait que là, on donne du contenu à L. Frank et voilà. En retour, il nous donne du contenu. C'est ça. On s'entredonne du contenu. C'est le fun. C'est ça qu'on appelle un crossover des séries américaines? Clairement un crossover d'univers, clairement. Moi, je capote là-dessus. L. Frank, t'es reconnu comme étant un historien. Ben, t'es plus un archiviste, Les deux. Ouais, en fait, j'ai autant de formation d'historien que d'archiviste. Donc, j'ai bac et maîtrise en histoire. J'ai un certificat aussi en études d'archives, archivistique. Puis, je suis en fait gestionnaire de l'information à temps plein. Fait que ça, c'est plus la portion actuelle, on va dire, de l'archivistique. Tu as les deux volets. Tu as archive historique, puis après ça, tu as la gestion des documents comme tel. Moi, je suis plus dans la gestion numérique des documents, avec des trucs comme Microsoft SharePoint, puis ce genre de système-là, finalement. OK. Ouais. Puis à côté, je suis historien. Bon, OK, parfait. Puis là, sur Twitch, tu nous arrives avec... tu joues à des jeux historiques à la base? Ouais, majoritairement, ouais. Y a-tu des moments où tu te dis, moi, pas tant envie, j'ai envie de jouer à Call of Duty, mettons? Oh oui, absolument. Ça m'arrive de jouer à des jeux parce que j'aime d'autres choses que l'histoire aussi dans la vie. Ça va d'être historien. Sinon, à un moment donné, il y a un spec de l'autisme à un moment donné. Là, oui, non, c'est ça. Je suis notamment un gros fan de bière de microbrasserie, de café. J'aime voyager, visiter des places aussi. Puis sinon, j'aime aussi d'autres jeux vidéo que des jeux à thématique historique aussi. Ça paraît que t'es streamer, t'arrêtes pas de regarder la caméra depuis tantôt. Ah oui, c'est malade! Il a fait C920, je la vois là, la C920. Caméra là-bas. Il y a une caméra là-bas. Ouais, il est professionnel, il sait où est-ce qu'ils sont les caméras rendues là. Voilà. Fait que, ouais, c'est ça. Et fait que là, t'es historien, tu parles justement du jeu vidéo. La première question qui me vient en tête, est-ce que en grande majorité, les studios de jeux vidéo respectent bien notre histoire culturelle? Réponse simple, non. OK, là, on embarque dans quelque chose de nice. OK, parfait. C'était tout. Finalement, le podcast, ça a duré 5 minutes. Là. Mais donne-moi donc, mettons, un exemple. Es-tu capable de me donner la pire franchise qui ne respecte pas l'histoire culturelle? La pire, c'est vraiment une bonne question parce qu'il y a tellement la thématique historique est tellement reprise souvent, autant par des studios indépendants que par des AA aussi, que honnêtement, il y a vraiment beaucoup de choix. Mais c'est sûr que si on va dans les plus connus, dans leur dernier jeu, Ubisoft, malheureusement, ont pris quelques détours. Si je prends on par parle exemple, d'Assassin's Creed Shadow qui s'en vient? Assassin's Creed, non. Je parlais d'Assassin's Creed, mais je parlais plus de ceux-là qui étaient venus avant. Mirage a repris une tangente un peu plus proche, là, justement, du cadre historique réel. Okay. Mais non, je dirais que depuis qu'on refait, en fait, le gameplay avec Assassin's Creed Origins, il y avait pris une pause de 2 ans entre les sorties d'Assassin's Creed pour comme refaire un peu leur modèle. Puis à partir de Origins, on est passé d'un jeu plus linéaire avec des missions d'infiltration, des choses comme ça, de quoi de plus subtil, vers un action open world RPG un peu plus à la Witcher, mettons. Puis honnêtement, j'aimais bien la twist de Origin, le fait que c'est le fun. Tu avais besoin d'augmenter ton level, tes armes et tout. Ça je capotais là-dessus. C'est quand même intéressant, ouais. Mais par contre, l'histoire, malheureusement, a un peu plus pris le bord qu'avant, parce qu'avant, Ubisoft était reconnu pour faire des cadres historiques
hyper sur la coche, avec justement des spécialistes en consultation et tout. Ils ont continué à en avoir des spécialistes à consulter des gens là, qui étaient connaissants sur la période, mais ils ont pris une tangente un peu plus mythologique, une tangente un peu plus légendaire, fantastique, folklorique, avec quand même un certain cadre historique, mais moins affirmé que dans les autres d'avant. Okay. Fait que là, maintenant, des jeux comme par exemple Assassin's Creed Valhalla vont tourner un peu plus dans le folklore et les stéréotypes vikings que dans la vraie histoire sur les vikings, justement. Il me semble que c'était des divinités dans Valhalla. J'ai même pas joué. J'ai arrêté. Les costumes sont très fantaisistes qui aussi. était... c'est que ça se passait en Grèce, je crois. Puis j'avais comme perdu mon temps parce que... j'ai pas perdu mon temps, mais j'avais arrêté parce que je trouvais que les open world étaient trop montagneux. C'est con comme raison, là, mais ouais. Puis c'est pas rien que ça non plus. Le jeu est extrêmement long. Il y a beaucoup de quêtes qui sont très, très, très redondantes. Moi-même, je me suis tanné, j'ai jamais terminé le jeu à cause que je trouvais qu'il y avait trop de contenu qui se répétait. Ça tournait un peu en rond et tout ça, puis je comprenais pas trop où on s'en allait avec ça. L'histoire était dure à suivre aussi. J'aimais que ce soit une protagoniste fille. On avait-tu le choix entre un gars et une fille? Ouais, on avait le choix entre un gars et une fille, ouais exact. OK, là, on vient de savoir que j'ai pris une fille, bien entendu. Mais, OK, parfait, c'est bon. Moi, j'ai pris le gars, fait qu'on couvre l'ensemble on aurait pu faire un couple dans Assassin's Creed Odyssey. Ça aurait été les enfants qu'on aurait fait. Écoute, ça aurait été incroyable. Ça aurait été malade. Elle, Luduc, ça aurait été malade. Fait que, OK, parfait. Fait que là, tu me mentionnes que... Puis là, cette dérape-là, c'est-tu à partir de Valhalla ou bien on voyait des indices un peu avant? Ouais, ça a commencé graduellement. Ça a commencé, selon moi, graduellement avec Origins. Mais en même temps, Assassin's Creed a toujours eu, c'est une fiction historique. Parce que le combat entre les assassins et les Templiers qui se répète à travers l'histoire et qui revêtent différentes identités pour se fondre à travers la masse. Ce qui est totalement fantaisiste. Oui, c'est ça, exact. C'est assumé dans la franchise. Puis on a les premières civilisations avec leurs artefacts magiques et tout ça. Ça, c'est vraiment une grosse fiction qui se projette après ça dans un cadre historique. Mais par contre, le cadre historique était vraiment plus rigide avant, plus respecté de manière rigoureuse. Puis avec le temps, on a pris une tangente plus mythologique, plus fantastique. Fait que, par exemple, on voit des Vikings qui se battent justement avec des armes et des haches qui ont juste pas d'allure en termes de proportion, ou des costumes qui font un peu trop sauvages, un peu trop rapiécés, alors que les Vikings s'habillaient pas du tout comme ça. Plein d'éléments comme ça que tu te dis, c'est dommage qu'elle ait repris ces stéréotypes-là, tu sais. Est-ce que tu penses que... Bon, là, je ne veux pas embarquer non plus très politique non plus là-dedans, mais est-ce que tu crois que... Je sais qu'en ce moment, les studios de jeux vidéo ne vont pas très bien. Il y a beaucoup de coupures qui sont faites. Est-ce que ça se peut qu'il y ait beaucoup de coupures qui ont été faites au niveau des recherches pour ainsi amener une nouvelle tangente? Parce que je me rappelle qu'Assassin's Creed, dans le temps, c'était reconnu comme étant la référence, puis ça poussait les recherches, puis même que Ubisoft se vantait qu'ils faisaient des voyages dans des pays pour justement prendre des notes, des lieux qui voulaient se référer. Fait que le fait qu'ils aient perdu ça, je trouve ça vraiment triste. Vraiment. Ils ont quand même gardé une certaine vibe malgré tout. Puis je pense encore que c'est une bonne référence aussi quand même à quelque part. Mais effectivement, ils en ont perdu un peu plus qu'il y en avait avant. Effectivement, en voulant prendre un peu plus la tangente mythologique puis aller plus dans le fantastique. Je pense que ça a été vraiment une volonté de vouloir plus donner de liberté aux artistes qui créaient les designs. Parce qu'effectivement, si tu as moins de cadre historique rigide à respecter, forcément, tu as plus de liberté pour le design artistique. Ouais. Peut-être aussi que c'est une... je spécule, bien entendu, mais c'est peut-être juste une direction artistique, comme tu mentionnais, que ils ont fait, OK, on l'assume totalement. Ouais. Je pense que c'est aussi pour cette raison-là que Shadow... Là, en ce moment, il y a Assassin's Creed Shadow là, que Domino's a mentionné qu'il allait les aider. Ce meme-là était fantastique. Mais je pense que là-dessus, ils sont conscients de la tangente que la franchise est en train de prendre, puis ils se sont dit, OK, parfait, on l'assume carrément. Je te renvoie la question de l'autre côté. Je pense qu'on a assez parlé de Assassin's Creed, mais y a-tu une franchise qui est toujours fidèle à l'histoire rendue là? T'as-tu vu quelque chose? Je sais qu'à un moment donné... Il y en a plusieurs que je peux nommer, oui. Ah oui, il y en a plusieurs? Ouais. Oui, il y en a plusieurs. Mettons, j'ai pensé à Crusader King, entre autres. Okay. Crusader King, en fait, qui est... là, ils sont rendus au 3e avec plein de DLC de sortie. C'est littéralement un simulateur de gestion de... Un peu comme une civilisation, genre? Ouais, c'est au Moyen-Âge féodal. En fait, tu commences à l'époque viking, mais même avant le féodalisme. Tu commences à l'époque viking, tu t'en vas après ça, tu peux aller jusqu'à l'époque, là, justement, de l'Empire mongol de Genghis Khan, fait qu'au 13e siècle. Fait que tu peux commencer à différents
différentes périodes, tu as accès à pas mal toutes les régions du monde médiéval assez connues. Puis tu peux incarner à peu près n'importe qui. Tu peux incarner un comte, un baron, un duc. Tu peux incarner aussi un roi, un empereur, en tout cas, bref. Puis évidemment, plus ton territoire est gros, plus tu en as à gérer, évidemment. Là, ça vient avec. Puis c'est littéralement un game... Moi, j'aime ça appeler un Game of Thrones Simulator, mais médiéval historique. J'aime ça, OK, parfait, ouais. Parce que tu peux prendre autant le parcours de... Tu sais, mettons, tu vas avoir une carte de personnage. C'est quasiment comme un jeu de société, en fait, une grosse game de risque. Tu vas avoir ton personnage, ton dirigeant, qui va avoir un archétype. Il va être plus soit dans l'intrigue, la subtilité, la martialité, le combat, plus dans la diplomatie, la politique ou la gestion de la trésorerie, des choses comme ça. Puis, selon le but que tu donnes, exemple, si tu veux accumuler la plus grande fortune pour aller soudoyer tes adversaires, accumuler plus de territoire, les endetter à toi, tu peux le faire. Okay. Tu peux aller plus dans l'intrigue, les assassinats, l'espionnage, marier des personnages clés, puis faire des alliances, puis gagner des territoires comme ça. Ou tu peux y aller en pure martialité, puis te bâtir tes armées, puis aller envahir les autres pays, là, finalement. Puis il faut que tu respectes un peu les règles de la diplomatie, comme par exemple, tu peux pas envahir n'importe qui. Ça te prend une raison pour l'envahir, un casus belli, comme on l'appelait à l'époque. Oui. C'est vraiment bien fait au niveau autant des relations, de la diplomatie, les territoires, comment ils nomment les cultures aussi. Il y a plein de textes et de descriptifs historiques qui décrivent très très bien les cultures du monde médiéval. Fait que quelqu'un qui veut jouer, en apprendre, puis en même temps avoir un jeu de gestion un peu plus complexe, Crusader Kings, moi, c'est vraiment la franchise vers laquelle je les oriente, là, 100%. OK, parfait. Ouais. C'est bon. Parfait. Moi, c'est drôle, mais j'essayais de penser, pendant que tu me parlais de ça, des jeux qui semblaient le plus historiques. Puis je pense à un jeu hyper obscur, mais je pense que c'était zéro historique. Populous, c'était sur NES et Super NES. Okay. Mais je pense que c'était, tu incarnais une divinité, puis tu devais comme gérer une île en particulier. Fait que ça devait pas être vraiment... ça devait pas vraiment être respectueux envers la culture. Je me demande... Parce que là, en ce moment, on voit que, puis là, je pose la question aussi à l'archiviste en question, en ce moment, on remarque qu'il y a beaucoup de gens, en ce moment, l'histoire, on traverse au travers des fake news, le monde en ce moment, on a beaucoup de fact-check qui est mise à l'épreuve beaucoup avec les médias sociaux qui mettent ça de côté, puis que maintenant, on peut dire ce que l'on veut. En tant qu'archiviste, quel genre de danger tu penses que ça pourrait apporter dans notre génération future, dans un futur proche? La perte de repères. La perte de repères au niveau des sources, au niveau de l'information, au niveau de l'origine également de l'information, parce que maintenant, tout est repartageable, tout est classé dans les hashtags, les mots-clés. Ce qui n'est pas une mauvaise pratique en même temps, parce qu'en archivistique, souvent, en gestion des documents, identifier les mots-clés avec des métadonnées, les identifier avec des tags, des termes. En fait, on fait ça très, très souvent. Là. Moi, je travaille pour une firme de consultants qui a des clients, autant dans le public, le privé, communautaire, les Premières Nations. Bref, on touche un peu à tout le monde. Puis moi, c'est ça, dans mon rôle d'analyste, justement, on recommande souvent ça aux clients là, de développer dans SharePoint, on appelle ça le magasin de termes. Ouais. C'est vraiment comme une espèce de grosse bible d'entreprise, finalement, où il y a tous les termes classés là, de manière hiérarchique, un peu comme ils veulent. Oh, oui. Fait qu'à ce moment-là, on vient taguer l'information, on vient leur mettre des métadonnées, puis les hashtags sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup à ça que ça sert, en fait. Ça va venir vraiment catégoriser les publications. Fait que ça, les archivistes, il y aurait moyen de se les approprier un peu plus pour aller vraiment mieux classer l'information. Mais par contre, retrouver la source d'origine d'une image, d'une publication, d'une information, ça va être une méchante c'est vraiment difficile. Fait que la perte de repères au niveau des sources d'origine, c'est pas facile. Par contre, au niveau de la catégorisation, c'est bien. Fait qu'il y a moyen quand même de faire un pont entre les deux. Mais moi, c'est vraiment ça que je vois comme principal danger. L'obsolescence, justement, des plateformes, des supports d'information, puis aussi la perte de repères au niveau de d'où vient l'information d'origine. Bien, il y a aussi le fait qu'au Canada, on se retrouve aussi avec un petit strike de la part de Meta qui empêche les médias populaires d'informer la population. Fait que nos médias traditionnels ne peuvent, à part si, mettons, on se donne l'effort d'aller sur les sites web, ce que l'on ne fait plus maintenant, malheureusement. Non, c'est ça. Tu sais, c'est rendu comme... Je pense que maintenant, le monde essaie de se tourner directement vers les réseaux sociaux, mais ils ne comprennent pas le certain danger que ça vient de nous amener directement. Non, c'est ça, exact. Fait que moi, je trouve ça intense parce que, tu sais, on parle d'archives, puis je fais juste m'imaginer... Moi, je me rappelle, je suis déjà tombé sur une boîte de photos de mes arrière-grands-parents, puis, tu sais, de voir des photos, tu sais, version pellicule ou version, des petites photos imprimées.
Et là, aujourd'hui, je me dis, crème, comment mes petits-enfants vont me voir? Est-ce que ça va être, tu sais, en ce moment, j'ai une chaîne YouTube, j'ai Twitch, Twitch, c'est peut-être pas une référence parce que ça s'efface après une couple de mois, mais, tu sais, à part si tu fais des highlights, ouais. Ouais, à part ça, tu sais. Mais, tu sais, j'aime m'imaginer. On va regarder arrière-grand-papa Luduc, qu'est-ce qu'il faisait, puis tu te rends compte que. Ah shit, il y avait une perruque. OK, non, c'était. C'était. Ah ben, on va aller voir ma tante, on va aller voir arrière-grand-mère Brigitte. OK, elle fait des duck-face dans la vitrine. OK, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'était un ancien meurtre. Ah, ils font le Ice Bucket Challenge. OK, ben ça. Elle était sur une plateforme de ventilateur, hein? Ouais, ça. OnlyFans! Oh my God! OK, super bon gang. Mais. Oh my God, j'imagine tellement les petits-enfants qui font comme « Ah! Arrière-grand-maman avait un OnlyFans, c'est vieux ça, on va aller voir ça. » Mais là, faut que tu t'abonnes ou bien c'est rendu... J'aime croire que dans un futur utopique, c'est rendu un abandonware. Fait que maintenant, toutes les données sont rendues disponibles, mais toute la clientèle est rendue morte. Ah, ça serait drôle. Ça serait n'importe quoi, pas mal. C'est sûr que ça va arriver. Oh my God, c'est un gros danger. Oh, oui, vraiment. Elle Frank, on est déjà rendu à 15 minutes. Ça passe vraiment très vite. quand même. Petite question que je pourrais peut-être terminer directement. Est-ce que tu aurais des conseils à donner, mettons qu'un studio de jeux vidéo nous écoute ou un studio de télévision? Ouais. Peu importe le média, peu importe le projet, il veut faire quelque chose qui respecte l'histoire, peu importe le type de siècle, peu importe l'époque. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à une personne qui essaierait d'être le plus fidèle possible? Engager des historiens spécialisés le plus possible dans les périodes. Fait que soyez pas cheap, gang! Et non, c'est ça que j'allais dire, soyez pas cheap, payez-leur à leur juste valeur. Moi, trop souvent, je vois les domaines des sciences humaines et sociales être un peu, on peut le dire comme ça, tourner en ridicule, au sens où on va les voir comme étant justement pas tant utiles concrètement. Tu sais, le fameux stéréotype des pelleteux de nuages. Oh, oui. Mais alors qu'on peut, comme n'importe qui, faire du bon travail de consultant puis du bon travail de livraison, là, justement, de la marchandise au niveau de l'information et tout. Puis les recherches qu'on fait et tout ça, fait que c'est quelque chose qui a de la valeur, qui se paye autant que si vous engagez un consultant marketing, un consultant d'entreprise, des analystes d'affaires, tous ces gens-là que les gens payent déjà des bons prix. Ben, les historiens qui valent exactement les mêmes prix. Fait que payez-leur à leur juste valeur, payez-leur les prix que tout le monde a déjà. Puis allez chercher l'expertise. Les historiens, justement, il y en a des tas dans toutes les périodes, dans tous les sujets. Puis, ben, il suffit juste d'aller les chercher, de les mettre sur le spotlight, de les payer à leur juste valeur. Ouais. Puis à ce moment-là, la valeur que vous allez avoir sur vos projets, là, ça va être assez phénoménal. Oui, puis je pense que le gros danger que les compagnies vont faire, c'est souvent d'aller se tourner vers l'intelligence artificielle pour économiser des coûts. L'exemple qui me vient tout de suite en tête, c'est qu'à un moment donné, j'avais un créateur de contenu qui avait fait une vidéo et il avait fait un fun fact, puis il s'était basé sur ChatGPT. Puis là, je suis allé y parler en privé, j'ai fait comme « Hey, je suis désolé, je veux juste te dire, ta référence n'est pas bonne. » Puis là, la personne m'a fait comme « Ouais, mais c'est quoi tes citations? » J'ai fait « Ben, il y a ça. » Ah, ben moi, j'ai checké ça sur ChatGPT. Ouais, mais ChatGPT va souvent se baser sur le premier lien de Google. Et là, dans ce cas-là, c'était peut-être Wikipédia qui amenait cette référence-là. Wikipédia, gardez ça en tête, les amis, c'est que c'est un média, oui, qui va être révisé, mais il va quand même avoir des petites coquilles. Tu sais, c'est pas parce que c'est écrit sur Wikipédia que c'est nécessairement vrai. Il faut faire attention. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Mais l'intelligence artificielle a quand même beaucoup de potentiel, je pense. Parce que autant que ça peut être... Il y a une ligne à traverser qui peut être dangereuse, autant que d'un côté, ça peut être un très bon outil pour nous aider. Moi-même, je m'en sers assez régulièrement pour aller, mettons, synthétiser des recherches, m'aider à synthétiser des recherches que j'ai faites au niveau des sources. Maintenant, il y a une fonction de recherche sur le web aussi qui est plus poussée qu'avant sur ChatGPT, qui peut aider là, justement pour, mettons, des projets courts et rapides. C'est sûr que je n'écrirais pas une thèse de recherche avec ça. Non, c'est le gros je n'écrirais danger. pas un roman avec ça. Par contre, des trucs un peu plus concis ou pour faire des résumés, générer du contenu plus cerné, on va dire ça comme ça, le plus petit un peu. C'est quand même bien, mais quand même, il faut aller fact-checker, il faut aller voir un peu les références qui vont te sortir. Faut pas être paresseux, faut pas penser que c'est la réponse à tout. C'est quelque chose qui peut aider à la création, mais ça ne doit pas faire la job de la création. C'est ça la nuance. C'est en plein ça. Fait que, les amis, faites attention.
notifications si elles tombent. Voilà. Faites attention. Faites une bonne utilisation intelligente de l'IA. Ah, ça c'est bien dit, c'est une belle finale! Moi, je suis un historien techno, hein, je suis moderne. Là, fait que... Ça se passe super bien! Hey, L. Frank, les amis, allez vous abonner à sa chaîne directement sur Twitch, YouTube? YouTube également, oui. TikTok, Instagram. Je crée de plus en plus de capsules, d'ailleurs, justement, sur ces 3 plateformes-là, soit TikTok, YouTube et Insta. Okay. Je suis sur Blue Sky aussi. Sinon, Twitch, principalement pour les lives. Fait que, oui, assez multiplateforme, mais Twitch, principalement. Ah, ben voilà. Hey, un gros merci, L. Frank. Hey, merci à Fini toi. ça, on se fait un serrage de cornes, là. Check ça. Check ça.